vu, moi, comme si j'étais debout. J'avais l'impression d'être debout. Et je voyais un chariot avec quelqu'un dessus et plein de gens qui paniquaient, mais qui couraient pratiquement, qui poussaient le chariot. Et la première réaction, parce que ça c'était ma nature un peu, la première réaction que j'ai eue, c'est de me dire, ah bah mon vieux, quel hôpital, le chariot il couinait, ça couinait. Je me dis, eh ben ils sont pautillés ici. Mais je n'avais absolument pas la conscience que c'était moi qui étais sur le chariot. Et pour autant, comme si ça m'intéressait, alors ça n'aurait pas dû du tout m'intéresser, et je n'avais jamais d'ailleurs mis les pieds dans cet hôpital, je suivais le chariot, mais j'avais l'impression de marcher, c'est-à-dire que là, je ne dis pas en hauteur, j'avais l'impression d'être à hauteur comme quelqu'un qui suit le chariot. Et puis ça passait, il y avait des coupes un peu comme ça, et là, je me suis retrouvée dans une pièce, une petite pièce, enfin, toujours l'impression d'être dans mon corps, et c'est là où, par contre, je n'étais plus à la même hauteur que des personnes qui auraient marché à côté de moi. Là, j'étais en hauteur, j'étais au-dessus. Je me suis retrouvée, non pas collée, confinée, mais je voyais la scène comme si j'avais été, je ne sais pas, sur une étagère, bien en haut. Et je me suis dit, ah, tiens, c'est rigolo, on voit bien d'ici. Et je n'avais encore pas percuté que le corps en question, c'était moi. J'avais vu qu'il y avait un médecin qui avait l'air assez jeune, mais c'est que je voyais que c'était lui qui commandait. Et il y avait des infirmières, il y avait plein d'appareils, je ne savais pas ce que c'était. Et là, je me suis tournée et je me suis dit, et là, j'ai réalisé que c'était moi. Et c'est drôle d'abord, on ne se reconnaît pas parce qu'on ne se voit pas comme ça. Quand on se voit dans un miroir, on ne se voit pas de la même façon. C'est entre le 2D et le 3D, c'est pas pareil, quoi. J'ai réalisé que c'était moi, mais ça m'était complètement égal. C'est-à-dire que je sois là, ça aurait dû soit m'inquiéter, soit m'intriguer au moins, me poser des questions. Mais vraiment, ça n'avait aucun intérêt. Donc j'étais là. Et à un moment donné, j'ai senti que ça paniquait. Et le jeune médecin appris que à l'époque, je ne pouvais imaginer que comme deux fers à repasser à l'ancienne. Hein. Et il criait des choses aux infirmières qui branchaient je ne sais plus quoi. Et il a dit quelque chose comme reculer, on choque ou on déchoque, enfin je ne sais plus. J'entendais le mot choquer. Et je me disais, mais il n'y a rien de choquant là-dedans. Et je n'ai pas vu qu'il posait ça parce que je le regardais lui. Et ça a été très vite à ce moment-là, et j'ai eu mon sentiment, c'était mais pourquoi? Pourquoi ils font tout ça? Ça sert à rien. Et j'ai entendu, on la perd, après j'ai compris, j'ai dû avoir un problème cardiaque à ce moment-là, et il disait, on la perd, on choque. Bon. Et moi, ça ne m'intéressait pas, d'un seul coup, je me suis retrouvée dans un couloir de l'hôpital, où là, c'était un long couloir désert, comme ils savent faire dans les hôpitaux. Et il y avait des chaises. Et sur les chaises, il y avait ma meilleure amie qui était là. Et mon meilleur ami qui était journaliste à France 3. Et qui avait l'air malheureux et écroulé. Et je ne comprenais pas. Je disais, mais pourquoi ils sont malheureux comme ça? Et je suis venue vers, à côté de Yves, on peut dire le prénom, c'est pas gênant, m'asseoir, mais je pouvais pas. Alors je voulais leur dire, mais ça va bien, hein? Pourquoi vous faites cette tête-là? Je ne m'asseyais pas, mais j'ai eu l'impression de m'asseoir près de mes amis pour essayer de leur dire. D'abord, j'ai réalisé que je ne pouvais pas avoir de contact avec eux. Et en même temps, je constatais, ça me faisait mal, mais vraiment très mal, de les voir malheureux. Mais c'était pas important non plus, quoi. Et à un moment là, c'est à ce moment-là où j'ai vu au fond du couloir, j'ai cru qu'il y avait une grande baie vitrée et qu'il y avait une immense soleil, qu'il y avait du soleil qui arrivait dans la grande baie vitrée. Et ça m'attirait et je me sentais vraiment attirée. Plus rien n'avait d'importance. Ce qui s'était passé dans la pièce à côté, mes amis, tout ça, ça n'avait plus aucune importance. Il fallait que j'aille là-bas. Et donc je suis allée là-bas en ayant... c'est-à-dire que je pensais et j'y étais. Voilà. Là, je n'avais pas l'impression de me déplacer. Et une fois que j'étais devant, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de fenêtre.
mais il y avait une lumière énorme, mais pas aveuglante. Comme s'il y avait un tamis, mais même pas. Donc, j'étais toujours poussée. Et au moment, par contre, où, j'allais dire j'ai mis un pied, mais en fait, au moment où j'ai touché la lumière, hein, je suis rentrée dedans. Et là, j'ai eu la sensation comme si je prenais un ascenseur, mais à l'horizontale, à une vitesse, mais incroyable. Et je ne voyais rien d'autre que cette brume lumineuse, une brume dorée, que de la lumière. C'était pas un tunnel, hein, c'était... Et à une vitesse phénoménale, et d'un seul coup, paf, ça s'est arrêté. Et je n'étais que dans cette brume lumineuse. Je ne me posais aucunement la question de savoir si j'avais un corps, pas un corps, etc. Je crois que je devais avoir l'impression d'en avoir un. La sensation que j'ai ressentie à ce moment-là, la première, c'était que cette lumière n'était pas une lumière comme on peut connaître, que c'était comme une lumière matière. Hein. C'est-à-dire qu'elle avait, j'allais dire un sens tactile, mais je ne l'avais pas. Mais il y avait de la douceur. Dans cette douceur, il y avait de la chaleur. Dans cette chaleur, il y avait de l'amour. Mais pas l'amour comme on l'entend, mais quelque chose qui vous enveloppe. Comme, et c'est là où il y a eu le plus beau moment. C'est-à-dire que me suis laissé porter par toutes ces émotions, mais qui étaient démultipliées. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai ressenti dans mon état incarné de toute ma vie. Et c'est là où ça a été le plus beau, parce qu'à ce moment-là, la première chose que j'ai pensé, c'est je suis chez moi. Ça y est, c'est pour de bon. Je suis rentrée chez moi. C'est ma maison. Et il n'y avait rien. Il y avait que cette brume lumineuse. Mais je sentais que j'étais revenue là où j'avais toujours été. Et dans ma vie, et ça n'avait rien à voir avec mon enfance ou quoi, mais j'avais toujours eu l'impression de ne pas avoir de chez moi, de ne pas me sentir chez moi. Et que mon chez moi, c'était pas là. Mais bon, comme tous les jeunes qui se cherchent un peu. Quoi. Et là, c'était extraordinaire. Extraordinaire. Un bonheur, mais un bonheur, vous ne pouvez pas vous imaginer. Personne ne peut s'imaginer ça. Avoir la sensation qu'on est revenu à un endroit où le mal n'existe pas. Oui, il n'arrivera plus jamais rien de mal. Ce n'était que des sensations, mais tellement fortes que, ben, vous voyez, 32 ans plus tard, elles ne m'ont jamais quittée. À partir de là, je ne me suis pas retournée au coin, mais d'un seul coup, j'ai vu cette brume lumineuse, dorée, pas pailletée, mais une sorte de doré très doux, comme si ça se ramassait un peu, comme si ça prenait masse, et ça faisait pas un rond ou autre chose, mais pour moi, peut-être que ça me rassurait de penser ça, j'avais l'impression que ça ressemblait à une forme humaine, mais pas du tout dans les détails, genre ovoïde, quoi, c'est une forme humanoïde. Donc il n'y avait aucun détail ni sur le visage, ni des bras détachés et tout, mais voilà. Mais par contre, qu'il y avait une entité, il y avait quelqu'un, quelque chose, je ne savais pas. Et ça, à ce moment-là, dans ma tête, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et j'ai dit, mais c'est quoi? C'est Dieu? Et ça se passait de pensée à pensée. Et donc ça allait très vite. Et là, la première sensation, parce que c'était des sensations et tout, c'était, j'ai senti que cette chose en face, c'était un immense sourire bienveillant. Et en me dire, non, c'est infiniment plus. C'est pas Dieu, c'est infiniment plus. Et à partir de là, il a commencé à avoir un énorme échange. C'est-à-dire, je ne posais pas vraiment de questions. Mais la première chose, c'est que j'ai voulu quand même... J'ai perdu mon père, j'avais 6 mois. Et donc, évidemment, ça ne rate pas ça. J'ai dit, je vais voir mon père. Et il m'a dit non. Mais toujours, c'était
Même quand on disait non, il était magique. Et, et c'était parce que c'était pas le moment, j'étais pas là pour ça. Par contre, on m'a montré ma grand-mère. J'avais pas été très cool avec elle. Et je voyais l'absolu de cette grand-mère, qui était une bonté, mais une bonté. Je l'avais vue, moi, j'avais vu comment elle était capable de m'aimer. Mais là, on me montrait la totalité de ce qu'elle était, et de ce qu'elle avait toujours été. Et que vraiment, c'était pas terrible, la manière dont je l'avais envoyée balader parfois. Ça a été les 2 seules expériences comme ça. C'est parce que peut-être j'étais jeune et j'avais pas beaucoup de passé, mais on m'a pas montré quoi que ce soit d'autre. Après, j'ai dit, bon ben, alors c'est chouette. Je voulais avancer parce que je sentais qu'un peu plus loin, il y avait un autre état de lumière. Et moi, je voulais aller vers là. Et là, ça a été non aussi. Toujours avec autant d'amour. Mais je l'ai quand même pas très bien pris. Je voulais pas repartir. Pour moi, j'étais chez moi. Et là, j'ai dit, mais je suis chez moi, je suis chez moi. Je veux pas repartir. Et là, il me disait, mais tu reviendras, mais pas maintenant. Et tout ce qui s'est passé, c'est que j'ai senti qu'à un moment donné, comme j'étais rebelle à repartir, et qu'il fallait vraiment que je reparte, j'ai eu la sensation qu'on m'éclatait le cerveau, qu'on me mettait quelque chose dans l'esprit, parce que je ne peux pas dire le cerveau, mais dans l'esprit, une sorte d'un esprit immatériel, quoi, mais qui est directement relié à nous-mêmes, et qu'on m'ouvrait une porte qui existait chez tous les humains, mais qui s'entrouvrait de temps en temps, ou qui s'entrouvrait complètement parce que certains faisaient un travail énorme, enfin je sais pas, et que cette porte-là, elle devait s'ouvrir pour moi, mais qu'après, lui, je l'ai appelé Ilsa, à partir de là, parce que je savais pas si c'était un objet ou un sujet, je savais rien, donc Ilsa, I-L-C-C-D-I-A. Pour moi, c'était moi, voilà, je savais pas, mais il fallait que je verbalise quand même. Et là, il m'a dit, j'ouvre la porte pour que tu vois. Ensuite, quand tu vas partir, tu auras à apprendre à ouvrir la porte toi-même. Mais je serai toujours avec toi. Et là, il a ouvert la porte. Je ne sais pas comment exprimer, il n'y a pas de mots. Bien sûr qu'il n'y a pas de mots, puisque c'est un monde qu'on ne connaît pas. Mais j'avais accès à la souffrance du monde entier, à la joie du monde entier, au bonheur, je parle des humains bien sûr, à la perception du vivant et de la sensibilité de toute chose vivante, de la plante à l'animal, de tout. De tout, de tout. Pas la stratosphère, hein, vraiment l'humain. Et une hyper-conscience, hein, la douleur chez l'humain était inacceptable. Que quelqu'un de malheureux, ça n'était pas acceptable. Et j'avais cette sensation en fait de vivre la douleur de quelqu'un d'autre. Et je réalisais que c'était horrible, horrible. J'ai réalisé que moi, mon peu de vie d'avant, mais je n'avais pas souffert du tout. Et donc ça passait très 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 vite. Et ensuite, je voulais toujours pas repartir, parce qu'il me disait il est temps. Et j'ai la seule expression que je peux donner, j'ai eu la sensation qu'à ce moment-là, ce fameux Ilsa, cette chose, ce truc, m'a fait mes valises, m'a préparé un sac à dos pour dire bon allez, je te donne un coup de main, voilà. Et il a mis plein de choses, plein de connaissances, plein d'aptitudes, plein de choses dedans dont je devrais me servir après. Et la seule chose à la fin, j'ai senti que il y avait un truc énorme dans mon esprit qui était en train de se former. Mais j'étais toujours moi, avec ma façon de penser, un peu rebelle, un peu étonnée bien sûr. Et
la fin, c'était... Enfin, la fin, c'était pas la fin, c'était le début. Je peux pas dire qu'il m'a pris dans ses bras. C'était pas ça. C'est bien plus que ça. C'est comme si il avait touché la plus extrême pointe de mon âme ou de mon esprit avec le sien, avec une délicatesse extraordinaire. Et là, j'ai ressenti ce que pouvait être un amour au-delà de l'humain, au-delà de tout ce que ça peut concevoir. Et ce contact-là a été... Je savais que plus rien ne pouvait m'arriver. Plus rien. À partir du moment... Parce que ce contact, c'est comme si... Et il me l'a dit, après qu'il y a eu ce contact, je ne peux pas vous donner des espaces-temps, parce que ça aurait, tout ce que je vous raconte a pu durer une seconde, comme beaucoup plus longtemps. Je n'en sais rien, il n'y avait pas de temps, le temps n'existait pas. Mais dès que ce contact a été fait, il m'a dit maintenant, tu vas repartir, mais je resterai avec toi, jusqu'à ta prochaine venue. Je resterai avec toi. Pas toujours, mais sache que je suis en toi et je resterai avec toi. Et je t'aiderai à faire tout ce que tu as à faire. Mais tu dois le faire. Et là, j'ai accepté de repartir parce que je partais pas sans rien. J'avais un cadeau. Mais de temps en temps, je me dis ça doit être dur pour mon bien-aimé parce que tout l'amour qu'il peut me donner, mais notre amour, on peut aimer les humains, un humain à un point extraordinaire, en arrivant comme à l'agapé, c'est-à-dire l'amour ultime pour les Grecs. Mais l'agapé, mais c'est rien du tout à côté de ce que j'ai senti cette fois-là. Rien du tout. J'ai réintégré mon corps d'une façon très, très curieuse, enfin très curieuse, à la fois facile et sans détail, parce que d'un seul coup, j'étais à nouveau dans mon corps. Du moment où mes bagages ont été faits, où il m'a dit repars, maintenant tu peux repartir, je serai avec toi. Crac, je me suis retrouvée dans mon corps. La première sensation que j'ai eue, c'est merde, j'avais mal à la tête. Mais j'ai dit merde en plus, dans ma tête, hein, parce que je ne parlais pas. Donc j'avais toujours ce côté, ce tempérament assez bien trempé, quoi. Évidemment que j'avais mal à la tête. J'avais une fracture complète de l'occipital gauche avec trauma crânien et œdème. Et j'étais dans le coma. Et en fait, j'ai commencé à m'éveiller et j'étais restée 7 jours dans le coma. Et c'était un peu le branle-bas de combat, parce qu'il devait y avoir des monitorings qui ont réveillé qu'une activité peut-être cérébrale reprenait, je ne sais pas. Et contrairement, parce que tout le monde m'appelait la miraculée dans le service, et contrairement à leurs attentes, en 24-48 heures, j'avais récupéré la totalité de toutes mes fonctions sensorielles, mon corps, tout. Ils m'ont gardé encore 24 heures en réa, enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle, ça. Et j'étais en chambre, et j'avais tout récupéré, la parole, la mémoire, tout. Donc, strictement aucune séquelle, ni de l'arrêt cardiaque, ni des 7 jours de coma. Par contre, je me souvenais très bien de ce qui s'était passé. Et là, j'avais un mal à la tête épouvantable, j'étais à plat avec des perfusions, il ne fallait surtout pas que je tourne la tête parce que c'était des vertiges, donc j'étais immobilisée. Il y a le médecin, le jeune médecin, qui était super sympa en plus, enfin qui avait l'air gentil. Je présume que c'était un interne urgentiste, quelque chose comme ça, en plein été, ils étaient débordés. C'est lui que j'ai vu en premier. Et j'ai tellement voulu vraiment parler. Et donc, comme il avait l'air très gentil, il me tenait la main, il est vraiment, et il me disait « Qu'est-ce que je suis content de vous voir vos yeux ouverts, hein, etc. » Et je commençais à dire « Vous savez, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire de l'autre côté. J'ai rencontré quelque chose, et il y a autre chose, etc. » Et dans ses yeux, d'un seul coup, j'ai vu quelque chose qui passait. C'était plus le même regard qu'il portait sur moi. Je dirais pas que d'un seul coup il a cru que j'étais folle, je dirais pas jusque-là. Mais d'un seul coup il a dû se dire mince, elle revient pas sans séquelles, quoi. Et tout de suite je me suis arrêtée. Cette espèce d'instinct de survie de sauvage que j'avais avant, je l'avais tout de suite. Et tout de suite je dis mais
Mais bon, vous comprenez ce que je veux dire, c'est un beau rêve. En fait, pendant le temps où moi, vous aviez peur pour moi, moi je faisais un beau rêve, quoi. Bon, c'est sympa de faire un beau rêve dans ces cas-là. Et immédiatement, je me suis protégée. Et à partir de là, j'ai plus jamais parlé. Plus jamais parlé à personne. Pendant 32 ans. Par contre, j'ai écrit. J'ai ma meilleure amie, là, qui est venue, qui attendait, elle est venue dans la chambre, toute contente et tout. Et moi, j'étais contente de la voir, mais j'étais déjà ailleurs. L'essentiel n'était plus là. Et le premier truc que je lui ai dit, je lui ai dit, trouve-moi un cahier et un stylo, il faut que j'écrive. Elle m'a regardé, elle a éclaté de rire, elle m'a dit, mais toi, écrire, mais t'as jamais écrit une carte postale de ta vie. Et je n'avais pas envie de rire, j'ai dit, écoute, tu te démerdes comme tu veux, mais je veux tout de suite. Et puis, comme tout le monde avait peur pour moi, elle m'a dit, oui, oui, t'inquiète pas, je me débrouille. Elle s'est débrouillée, elle a piqué un cahier à une infirmière, un stylo, elle est revenue. Et là où ça a commencé à avoir des répercussions, en fait, cette magnifique expérience que j'ai eue. C'était peut-être le tout premier point de départ. C'est qu'au lieu de dire merci et de parler avec elle, j'ai pris le cahier, le stylo, je lui ai dit maintenant tu peux partir. Mais avec cette voix-là, une voix dure. Elle n'a pas insisté, elle est sortie. Il fallait que j'écrive d'urgence quelque chose dans ce cahier. Donc j'ai écrit ce qu'il fallait que j'écrive. Tu écriras pour raconter, mais avant tu étudieras pour savoir. Et je serai là pour le savoir-faire. Je ne savais pas ce que j'écrivais. Je ne comprenais rien. J'écrivais. J'ai écrit ça, j'ai fermé le cahier. Et j'ai marqué sur la couverture « Cahier de silence ». La seule chose que je savais, c'est qu'il fallait que je le garde près de moi. Que personne ne devait le lire, mais qu'il fallait que je l'ai tout le temps près de moi, au cas où il y ait un truc à écrire. Et je ne me posais pas plus de questions que ça. Il faut dire que j'étais quand même bien fatiguée. Je cachais le cahier sous l'oreiller et personne n'en a eu connaissance jusqu'à ce jour. Vous pouvez m'expliquer de quelle façon particulière communiquiez avec cette entité que vous avez rencontrée à ce moment-là? C'est ça qui est le plus difficile, c'est de trouver des mots humains pour ce qui n'est pas humain. Donc si on avait les mots, ça voudrait dire qu'on connaît, et il se trouve qu'on ne connaît pas. Donc on est obligé d'utiliser des a priori, des périphrases, des néologismes, des mots qui n'existent pas. Bon. Comment je communiquais? Moi, sur le moment, j'avais l'impression de parler, parce que on n'a pas toujours l'impression, moi je n'avais pas l'impression de ne pas avoir de corps. Donc on a cette illusion. Donc j'avais l'illusion quand je lui demandais mais c'est Dieu, je croyais que je parlais. Cette entité, quand il s'adressait à moi, j'ai compris tout de suite que sa pensée, parce qu'il me disait, c'était dans ma tête. C'était directement dans mes pensées. Pas du tout par les oreilles, enfin par une sensation, ce qui paraît logique puisque je n'avais plus de truc, mais je ressentais vraiment par la pensée. Et j'ai compris qu'en fait, même si j'avais moins l'impression de parler, je ne parlais pas, parce que en fait, quand je posais une question, quand je demandais, il répondait immédiatement. Donc notre conversation, entre guillemets, allait à la vitesse de la pensée. Et la vitesse de la pensée, il n'y a pas plus rapide, je crois. Enfin, je ne suis pas scientifique, mais donc ça donne à la fois une rapidité, mais c'est beaucoup plus riche que les mots parce que en même temps que cette communication des mots, passaient des émotions, des sentiments, des émotions. C'est-à-dire que je ressentais en même temps son amour quand il me parlait de quelque chose ou l'impossibilité de continuer et de rester sur place, et sa tristesse d'avoir à me dire non, mais sa détermination aussi. Il y avait les mots et les émotions. Et finalement, moi, je fais pareil. C'est-à-dire, je ne prononçais pas de mots, mais je pouvais mettre toutes mes émotions dedans. C'est-à-dire, non, je veux rester. Donc c'était une communication d'esprit à esprit, encore que je ne sais pas si elle avait un esprit, c'est-à-dire je présume que j'en ai un,
Donc, mais en tout cas, ça n'était absolument pas, ça n'a rien à voir avec les communications qu'on peut connaître là. Ça n'était pas, il n'y avait pas de geste, il n'y avait rien de corporel. Tout était de l'ordre de l'âme et de l'esprit, mais pour autant, puisque je ressentais des émotions, eh bien, puisque normalement les émotions sont attachées au corps, c'est du moins ce qu'on pense, et que les sentiments, c'est plus l'esprit, et là, force était de constater qu'il était capable d'affaler toutes les barrières et de prendre une part de moi que je ne connais pas, une part de l'être humain, qui est réceptive à tout et qui peut concevoir tout. C'est-à-dire que quand, par exemple, je voyais tout, et quand il a ouvert cette grande porte, j'aurais dû être immensément surprise, et je ne l'étais même pas. C'était comme si on me remontrait quelque chose que je savais, mais que je ne pouvais plus voir depuis ma naissance, je ne sais pas où. Mais dont je prenais une conscience suraiguë, non pas de l'existence seulement du mal ou de la douleur, mais du fait que je n'avais jamais rien fait contre. Alors justement, est-ce que vous pouvez me reparler de ce moment où vous accédez à tout? C'est quoi? C'est une compréhension du tout? C'est une forme de connaissance absolue? C'est une forme en fait de connaissance absolue, d'un savoir. D'abord, on montre qu'il y a un savoir illimité, parce que à chaque fois il s'enrichit, plus l'humanité avance, plus il y a de choses à savoir. Donc ça m'a rappelé la phrase de Socrate qui disait: la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Donc c'est ça me rappelait ça, à croire que Socrate y était allé lui aussi. Et cette immensité, cette connaissance, et je ne peux pas la traduire. Voilà, je peux dire, oui, j'ai eu accès je ne peux pas me pas dire à l'univers, je ne sais pas ce qu'est l'univers, mais j'ai eu accès à, comme si, comment vous expliquer, comme si tous les êtres humains, de tous les âges confondus, étaient réunis en un seul, et qu'on ressortait la totalité de ce que peut ressentir un être humain. Et de comment il faut avancer vers l'humain pour pouvoir lui permettre de supprimer la violence au bénéfice de la bienveillance. Et que ça, c'était quelque chose que tout le monde désirait. Même les plus méchants, c'est ce qu'ils désirent, mais que très peu arrivent à mettre en... Parce qu'on a trop de pulsions, on a trop de peur intérieure, on a trop de choses qui nous bloquent l'accès à cette générosité première, à cette bienveillance immédiate. Donc c'était ça, cette connaissance ultime, c'était savoir que tout élément vivant, l'animal, la plante, et même le minéral, en tout cas pour certains d'entre eux, ça faisait partie d'un tout, et qu'on était tous tout était relié, et qu'on ne devait négliger rien ni personne. Et c'était comme si alors je ne vais pas aimer le mot, hein, je le mets vraiment entre guillemets, parce que c'est comme si je communiais. Je ne l'aime pas parce qu'il est trop rattaché à la religion. Il y a des mots que j'aimerais pouvoir utiliser, mais c'est comme s'ils avaient été estampillés par des religions comme âme, esprit, communier. Bon, ça m'énerve. Donc je les utilise avec le plus de parcimonie possible, parce que ce que j'ai vécu pendant ces 7 jours-là, enfin 7 secondes, 7 milliards de secondes, j'en sais rien, et tout ce que j'ai vécu après n'a strictement rien à voir avec les religions révélées d'aujourd'hui, avec les religions telles qu'elles sont enseignées. C'est autre chose. Dedans, on va trouver effectivement certains prophètes, qu'il y a eu certaines personnes comme Jésus, Bouddha, enfin des personnes, Mandela, et des gens exceptionnels qui véhiculent une façon d'aimer, une façon de ne pas générer la violence, etc. Mais je ne les prends pas dans leur contexte religieux, d'ailleurs ils ont été récupérés par les contextes religieux, je ne les prends pas du tout dans ce cadre-là. Je les prends en tant qu'êtres humains qui ont délivré à certaines périodes des paroles très importantes pour essayer de faire du bien au monde. Donc je ne me mets évidemment pas au niveau de personnes d'une telle grandeur d'âme.
mais je précise qu'effectivement, mon athéisme préalable à l'EMI est resté non plus un athéisme parce qu'il était matérialiste, mais je suis une agnostique un peu bizarre. Voilà. C'est-à-dire que je sais qu'il existe quelque chose, mais que ce quelque chose, ce n'est pas ce que les religions nous racontent, que c'est dommage, mais ça passe par les hommes. Alors évidemment, c'est un peu détérioré au passage, hein. Par définition, on est tous imparfaits, mais en revanche, je sais qu'il y a quelque chose, il n'y a pas rien, comme le pense le matérialiste, qui pense que toutes les molécules s'évanouissent et qu'il n'y a plus ni pensée ni rien. Et non, il n'y a pas rien. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas définir, et donc on pourrait définir que comme utilisent les théologiens quand ils veulent parler, les théologiens les plus honnêtes d'entre eux, quand ils veulent parler de Dieu, le définir, ils ne peuvent faire des définitions que ce qu'on appelle apophatiques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire ce que c'est, on peut dire ce que ça n'est pas. Donc eux disaient, on ne peut pas dire ce qu'est Dieu, mais on peut dire ce qu'il n'est pas. Eh bien c'est un peu pareil pour moi. Je ne peux pas dire cette entité et cet espace de lumière, ce que c'est. J'ai défini par des mots d'une énergie, des mots que je connais, l'amour, etc. Mais je pourrais dire, par contre, beaucoup plus facilement ce que ça n'est pas. En priorité, ça n'est pas dogmatique. Il n'y a pas de dogme, ni pendant ni après. Il n'y a pas de liste de choses à faire ou pas faire. Il n'y a pas, je dirais, un menu à respecter. Et on peut être... Voilà, ça c'est la priorité, ça n'est pas dogmatique. Ça n'est pas visible. Ça n'est pas accessible quand on veut. Ils n'ont pas le téléphone, quoi, en gros. Ça n'est pas dissible. Ça ne peut pas être dit. Ça ne peut pas être nommé. Ça n'a pas de nom. Donc voilà comment on peut essayer de s'approcher d'une explication, d'une description, en étant la moins subjective possible. J'ose même pas dire la plus objective, mais la moins subjective possible. C'est-à-dire vraiment en disant tout ce que ça n'est pas. Et ça n'est pas non plus quelque chose d'extraterrestre version science-fiction. Ça n'est pas... il n'y a pas d'interdit. L'interdit n'existe pas. L'erreur fait partie de tout. Et par contre, mais c'est pas sur le moment, c'est plus longtemps après avec les études et tout que j'ai pu définir un mot pour dire plutôt que ça n'est pas, au moins qu'est-ce que c'est. C'est pure bienveillance. Encore un mot utilisé et estampillé par les religions, comme si la bienveillance était l'apanage des religions chrétiennes notamment. Non, la bienveillance c'est un état humain. Je veux dire, on n'a pas attendu que les religions existent pour que la bienveillance existe. Et donc je refuse cette récupération par des groupuscules ou par des religions établies sur des mots qui leur appartiendraient. Ou dès lors on utiliserait ces mots, ça veut dire qu'on serait dans leur sérail. Non, j'ai le droit d'utiliser le mot âme, j'ai le droit d'utiliser le mot bienveillance, amour absolu, sans être rattaché à aucune structure que ce soit, qu'elle soit véritablement religion acceptée, révélée, sectaire, etc. Je n'appartiens à rien, je suis libre. Je l'étais, mais je ne le savais pas à 25 ans. Et après, j'ai appris que je l'étais vraiment. Alors, est-ce que vous pouvez me raconter une petite partie de revue de vie que vous avez eue avec... où cet être humain vous a montré des choses qui s'étaient passées entre vous et votre grand-mère? Vous avez vécu, vous avez ressenti, comment ça s'est passé?
Oui, en fait, c'était pour dire qu'en fait, j'avais pas eu une espèce d'explication de texte assez longue, comme ça peut arriver pour certains. Moi, ça a été relativement bref. Et ce qui était le plus fort, bon, ça a été justement d'avoir mon père, c'était pas possible. Bon, je l'ai accepté, alors que je pense que en temps normal, je me serais rebellée, alors que là, cette présence était d'une telle extraordinairement d'amour qui m'enveloppait tellement bien que j'acceptais tout ce qu'elle me disait, quoi. En revanche, ma grand-mère, elle n'était pas décédée du tout, hein, quand c'était cette époque-là. Elle était bien vivante, la pauvre, elle avait été mise à l'abri, on ne lui avait pas dit que j'avais eu cet accident-là, sinon je crois qu'elle avait perdu mon père quand mon père avait 25 ans, et moi, j'étais dans le coma, j'avais 25 ans. Donc si on lui avait dit tout de suite que j'étais dans le coma, la pauvre, elle s'en remettait pas. Donc mes amis avaient été assez géniaux pour lui dire que bon, je m'étais quand même pas mal fracassée, mais que je pouvais pas sortir de l'hôpital tout de suite, mais que ça allait. Et qu'ils lui donnaient des nouvelles et tout. Ils mentaient tous les jours, ils allaient lui mentir. Mais ils l'ont préservé. À un moment, cette entité m'a montré ma grand-mère. Ma grand-mère, à cette époque-là, était vivante. Voilà. Donc, j'ai pas très bien compris. Sur le moment, par contre, tout de suite, après les explications mentales, hein, de pensée à pensée sont arrivées, c'était pour me montrer à quel point cette femme avait souffert dans sa vie, à quel point son cœur n'était que bonté, que générosité, que bienveillance. Elle ne demandait rien et elle donnait tout, et que j'avais quand même parfois un peu dépassé les bornes. Je sentais que cette entité me disait qu'il savait pourquoi, ce que j'avais souffert enfant, mais que malgré tout, et quelle que soit la souffrance, on ne doit pas faire du mal, on ne doit pas se venger, entre guillemets. Et donc, il me montrait cette grand-mère pour que, revenant, je puisse non pas me racheter, mais que je puisse avoir une attitude qu'elle méritait vraiment. Voilà. Je crois que vous m'aviez dit qu'à ce moment-là, en voyant justement ces interactions, en ressentant peut-être aussi ce qui se passait de chaque côté, ça vous avait fait comprendre le mal finalement que la violence que vous pouviez avoir à des moments pouvait faire et l'impact que ça avait. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? C'est-à-dire quand on montre, quand cette entité m'a montré ma grand-mère, bien sûr, bon, tout ce que je viens de dire, mais j'ai ressenti comme si c'était, quand par exemple je lui parlais mal, ou je l'envoyais valser, ou je la laissais dans l'inquiétude alors que j'aurais pu la rassurer, etc. Personne ne me parlait de ça. Je le ressentais comme si c'était à moi que ça arrivait, comme si j'étais elle. Et c'était moche, hein. C'était pas juste. Ça faisait mal. Et c'était mis en parallèle avec cette bienveillance totale que elle avait envers moi. C'était encore plus... L'entité ne me jugeait pas, aucun jugement. Aucun. Me dire si c'est bien ou mal, non, aucun. C'est moi qui me disais, mais pourquoi j'ai fait ça? Mais je lui ai fait du mal, j'aurais pu faire ça. Et je ressentais ce qu'elle avait ressenti, en fait. C'est la plus grande leçon qu'on peut prendre. Effectivement, apprendre la théorie, c'est une chose, mais l'expérience personnelle est irremplaçable, on le sait. Et là, j'avais l'expérience de la souffrance vraiment intérieure de ma grand-mère quand je me conduisais mal avec elle. Et donc c'est évident qu'une fois qu'on a ressenti ça, mais plus jamais on peut le faire. Plus jamais. Je l'aimais autant avant qu'après, mais mon comportement fait que je ne pouvais plus avoir ce comportement puisque j'avais ressenti ce que moi je lui faisais subir par ma dureté, parce que j'étais très dure avant. Dès que j'allais revenir dans mon corps, dès que j'allais revenir incarner, c'était mon premier travail. C'était de lui apporter la douceur qu'elle n'avait jamais eue. Non pas seulement à cause de moi, elle avait eu une vie très dure, mais de lui apporter la bienveillance tout de suite et la douceur. Et donc il m'a obligée à voir, à ressentir les souffrances qu'elle avait ressenties comme une motivation supplémentaire, comme un élément de compréhension supplémentaire, et que la première personne, et c'était vrai, que j'allais voir en dehors de mes amis en sortant, ça allait être elle. Donc
oui, et c'est ce que j'ai fait, effectivement. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire, soyons honnêtes, parce que j'étais pas au top tout de suite quand même. Mais ça, je l'ai gardé en mémoire toujours. Aujourd'hui, ma grand-mère est décédée et j'y pense au moins 3-4 fois par semaine, quand c'est pas tous les jours. Des petites pensées rigolotes, je parle avec elle, je me dis oh là là, si elle voyait faire, oh là. J'espère lui avoir offert un peu après un peu de douceur et de rire. Le rire, elle n'avait jamais eu. Et ça c'était quelque chose que je pouvais lui apporter. Et j'espère avoir eu un petit peu de temps pour lui apporter ça. Cette expérience que vous avez vécue, est-ce que pour vous, dans votre tête, c'était évident que c'était réel, que c'était différent d'un rêve, d'une hallucination, même aujourd'hui encore, est-ce que pour vous c'est évident? Évident. C'est pas réel, c'est pas la vérité, j'aime pas ces mots-là, c'est évident, mais c'est évident. Ça a été évident tout de suite après que ça n'était pas un rêve, que c'était une réalité. Ça l'a été d'autant plus quand j'ai commencé à écrire les lignes dont je ne comprenais même pas ce que j'écrivais. Donc là, c'était des preuves matérielles, parce que je pense qu'il me savait suffisamment rebelle, parce que là, il allait avoir du boulot, effectivement, mais l'émotion que je vous ai racontée, ça, c'est tellement évident que je l'ai ressenti, je la ressens 32 ans après, je la ressens comme si ça s'était passé hier. C'est une évidence, ça. C'est pas un rêve, c'est pas un rêve ou un cauchemar. Il peut vous bousculer quelques jours après, mais pas 32 ans après. Là, c'était une évidence. Puis, tout ce qui s'est passé par la suite, oui, c'est vrai, oui, c'est une évidence. Je n'ai jamais douté de moi. J'ai douté des autres, de leur aptitude à me croire. Et comme je n'étais pas là pour les juger, mais que je devais me protéger, le seul moyen, c'était le silence. Ce silence coûte très cher. C'est ce qu'il faut savoir. Comment vous expliquez ce qui vous est arrivé? Alors, a posteriori, bien sûr, parce que je n'en avais pas les moyens intellectuels d'expliquer quoi que ce soit. Ça n'est absolument pas en rapport avec quelconque explication neurologique de quoi que ce soit. C'est parce que je peux aujourd'hui, quand je souhaite, revivre non pas la même intensité, mais par ce partenaire intérieur qui est toujours avec moi, je ressens les mêmes choses. Et je ne suis pas dans le coma, que je sache, et je ne suis pas sous traitement. Et mon cerveau va très très bien. Donc, est-ce que c'est le porte de la mort? Je n'en sais rien, parce que je pense que c'est une porte sur un ailleurs. Alors peut-être que cet ailleurs, c'est ce que les gens appellent mort. Mais est-ce que si on interprète la mort comme l'irréversibilité, je ne peux pas le dire, je n'en sais rien. Pour moi, il n'y a pas forcément une irréversibilité. Ça peut être aussi, je dirais, une entité, une énergie absolument démesurée, enfin, je veux dire, qui peut être au-delà de l'univers, parce que je n'en sais pas plus, et qui apporte de l'énergie à tout le vivant, et qui aide justement à vivre. Vivre, ce n'est pas se faire du mal, c'est se faire du bien. On ne peut donner naissance à un enfant que si on lui a fait du bien pendant la gestation. Et sinon, on le fait mourir. Et la continuité, c'est la même chose. Même lorsque les gens sont adultes, si vous leur faites trop de mal, ils meurent. Même si vous ne les tuez pas avec un pistolet. Et si vous leur faites beaucoup de bien, même s'ils sont malades, ils peuvent guérir. Donc il y a cette sensation-là, et l'impression qu'il y a à l'intérieur de chacun d'entre nous, peut-être à un niveau bien autre que le corps et donc le cerveau, donc l'âme, j'aime pas ça, mais bon, on va dire que je peux me l'attribuer aussi, le mot âme, parce qu'elle existait déjà au temps des philosophes présocratiques. Donc ça n'appartient pas aux religions récentes. Donc je peux utiliser le mot éventuellement âme,
Et parce que ça pourrait être justement, c'est une partie dans cette âme de chaque être humain, en tout cas humain, je ne sais pas animal et tout, mais parlons de l'humain, un endroit, une porte, il y a un endroit où on a accès, où il y a quelque chose, et qui serait peut-être le début et l'alpha et l'oméga de la vie. Le début et la fin, mais le début et la fin se confondent. C'est l'alpha et l'oméga qui en continuité. Et que cette porte, elle n'a pas forcément à être ni ouverte en permanence, parce que l'homme ne saurait pas bien se servir de telles connaissances, et on sait qu'il peut faire beaucoup de mal avec des choses qui à l'origine pourraient être bien. Ça peut être ça. Ce que je sais par contre, c'est que j'avais pas peur de la mort avant, mais parce que j'étais très jeune. Les jeunes n'ont pas peur de la mort, ils ont peur de la vie, les jeunes. Mais à 57 ans, c'est l'inverse en général. On n'a pas peur de la vie, on a peur de la mort. Je n'ai plus jamais imaginé le mot mort. La vie, c'est la vie. Voilà. La mort, c'est une étape, et la mort, c'est une étape, et peut-être que cet état dans lequel j'étais, c'est une étape qu'on appelle mort, mais qui en fait ramène à une autre façon de vivre. C'est une autre vie. Je n'avais pas l'impression d'être morte. Tout était plus vivant que tout le vivant de la terre ici. La sensation, tout était plus vivant. Parce que peut-être plus aimant, je ne sais pas. Mais c'était pas mort, hein. Ça, c'est ce que je sais. C'était pas ni désert, ni mort, ni rien. C'était vivant. Donc oui, bien sûr, je n'ai pas peur de la mort. Et bien sûr que la première des choses que je peux faire parfois dans mon métier, pour des personnes malades, pour des personnes en fin de vie, c'est sans utiliser mon témoignage personnel. Je n'ai pas à influencer quelqu'un, sans utiliser d'arguments religieux ou autres, même si j'ai le plus grand respect pour certaines religions, mais de leur faire comprendre qu'il y a une part et il y a une petite porte en eux qu'ils n'ont jamais ouvert, et que ce passage-là qu'ils appellent mort, c'est ouvrir cette porte-là, et que de l'autre côté, ils vont découvrir quelque chose qu'ils ne pouvaient même pas imaginer, mais que ça ne peut pas être plus, ça ne peut pas être plus beau. Ça sera toujours plus beau que tout ce qu'ils ont vécu de plus merveilleux déjà dans leur vie. Que c'est juste une petite porte qui va s'ouvrir, et qu'ils vont passer dans cette petite porte. Alors justement, ça donne une autre façon de percevoir sa dernière heure, ou on n'est pas dans la peur, peut-être dans... Je crois qu'ensuite, toutes les études de philosophie que j'ai faites m'ont appris beaucoup de choses, puisque philosopher, c'est apprendre à mourir, disaient nos grands philosophes. Et c'est vrai, moi j'ai eu une grâce, c'est qu'à 25 ans, j'ai presque eu le manuel pour apprendre à mourir, c'est-à-dire, c'est bon, tu sais déjà quelque chose, maintenant tu vas bosser, et quand tu auras fini tes études, tu peux revenir. Après, en tant que philosophe, on dit philosopher, c'est apprendre à mourir. Pourquoi? Parce que notre mort, vécue comme celle que tous les humains entendent, on doit s'y préparer. Parce que sinon, c'est un cauchemar. On doit s'y préparer pour soi et pour nos proches. On doit savoir y penser, non pas comme une horreur, mais comme quelque chose de naturel. On doit y penser comme une étape faisant partie de la vie, et la vie, il y a deux étapes, la naissance et la mort. Et on prépare une naissance, mais on doit préparer sa mort. Ne pas, et les sociétés occidentales sont assez dures dans ce domaine-là, parce qu'il y a encore énormément de tabous. On ne peut pas parler de la mort, c'est tabou. La mort et l'argent, c'est tabou. Le sexe, un peu moins, maintenant. Mais la mort, c'est plus tabou aujourd'hui que ça ne l'était il y a un siècle ou deux d'ailleurs. Donc, effectivement, même une personne qui sait qu'il va mourir, qui est en palliatif, c'est difficile. Donc, oui, la mort, ça se prépare. La dernière heure, comme on dit, ça se prépare. La dernière seconde, ça se prépare. Ça se prépare pas seulement pour soi, ça se prépare surtout pour les autres.
Parce que nous, quand on a passé la porte, c'est la merveille absolue. Mais eux, quand ils restent, ceux qui ne savent pas, justement, eux souffrent du manque. Et donc plus on s'est préparé soi-même à cette dernière heure, plus on a pu préparer tout ce qu'on aime. Alors justement, après avoir vécu une telle expérience, est-ce que tout à coup la mort a un côté presque réjouissant? En tout cas, on a l'impression d'aller vers quelque chose de... Alors réjouissant, je ne veux pas vous contrarier, mais je ne dirais pas parce que si c'était si réjouissant que ça inciterait finalement à y aller plus vite que prévu. Et on en a la possibilité, puisque peut-être une des plus grandes libertés qu'on a, c'est la liberté de vivre ou de mourir, de se donner la mort. Et autant vous dire, vous avez vu à quel point c'était pour moi une merveille d'avoir retrouvé mon chez-moi, quoi. Donc j'aurais pu, et vraiment j'aurais pu, n'avoir que des pensées de retour, avant l'heure. Et en réalité, non. Non, parce que tout ce qui va avec l'enseignement, tout ce qui va, c'est que la vie est une merveille. Et que cette expérience-là, elle en fait partie. Mais il n'y a pas que ça. La vie est une merveille. Et oui, dans la vie que l'on vit, oui, il y a de la souffrance. Oui, il y a beaucoup de violence. Oui, il y a des gens très seuls. Oui, il y a beaucoup de choses à faire. Mais c'est pas en prenant un billet de train en fraude, pour revenir quand c'est pas prévu, qu'on va améliorer quoi que ce soit. Donc non, il n'y a jamais eu l'idée. De temps en temps, je râle. De temps en temps, parce que j'ai des épreuves à passer. De temps en temps, je râle. Je dis, j'en ai ras-le-bol et je rends mon tablier, c'est bon et tout. Mais j'ai jamais rien fait. Et ça ne m'est jamais venu à l'idée. La vie est plus précieuse que tout. La vie est d'une beauté magnifique. Donc non, retourner avant d'être rappelé, certainement pas. Même si la vie m'a déjà éprouvé parfois durement dans mon corps, dans mon cœur, elle continuera, mais je serai là. Alors justement, d'une certaine façon, ça a donné un sens supplémentaire à la vie. Ça a... En ce qui me concerne, ça a donné un sens tout court. Ma vie avant n'avait pas de sens. C'était de l'immédiateté, un peu comme un animal. C'est pour ça que j'étais quand même très proche du primitif dans ma façon de me comporter. J'avais un cerveau reptilien assez efficace. Après ça a donné un sens à ma vie. Évidemment, pas tout de suite. Il m'a fallu plusieurs mois pour commencer à comprendre deux, trois petites choses, toujours seul. Ensuite, des mois pour me rendre compte que ce qui m'était arrivé m'avait tellement changé dans ce que j'allais faire que finalement, eh bien, j'allais perdre tous mes amis. J'étais trop différente. Je suis passée d'une cascadeuse foldingue amorale à quelqu'un qui ne pensait qu'à une chose, il fallait faire des études de philosophie, aimer l'humain, sourire, être bienveillant. J'ai fait le doctorat de philo, j'ai fait un master 2 de psycho, je suis allée au DEA de sociologie. Tout ça, c'était pas pour avoir des diplômes, c'était finalement pour me rendre crédible aux yeux des autres, pour avoir le droit de parler, pour tout ce que moi on m'avait appris à l'intérieur. Sinon, j'étais pas censée savoir, j'étais pas censée délivrer, j'étais pas censée écrire. Vous ne pourrez pas publier un livre, hein. Vous connaissez personne et tout, mais il faut bien que vous ayez quand même quelques références. C'est comme si quelqu'un qui n'a jamais vu un moteur de voiture, votre voiture tombe en panne, il vous la répare. Et donc, il n'est pas question qu'on me regarde comme une sorcière, parce que j'en suis pas une. Donc il y avait une multitude, le partenaire intérieur m'a aidé à 95% à faire un parcours d'études énorme, dans un minimum de temps, parce que je sautais les étapes, et j'avais tous les culots d'ailleurs, ça au moins ça servait le côté rebelle, et je sautais les étapes, j'obtenais les diplômes, mais c'était pas ça le but, ça n'était qu'un moyen, le premier moyen, le moyen pour ensuite être passeur. Le moyen pour tout ce que moi j'avais vécu, que des milliers d'autres personnes ont vécu, mais que des milliards n'ont pas vécu, eh bien il faut passer par tous ceux qui ont vécu, qui puissent
un jour parler et un jour montrer à quel point la vie est belle et qu'ils sont là, effectivement, ça donne ce sens merveilleux à la vie, c'est que je ne suis pas là pour rien. Ma vie a un sens, dans les deux acceptations du terme d'ailleurs, dans le sens d'une orientation. Elle a un sens, c'est l'orientation, c'est je fais ce qu'on me demande de faire, ce que j'ai à faire, et je retournerai chez moi. Donc, et un sens philosophique, un sens existentialiste, un sens psychologique à tous les niveaux, dans le fait que, effectivement, en tout cas pour moi, peut-être que chacun a reçu un travail à faire. J'ai l'impression en fait que la vie est une grande université où on passe des étapes comme ça, et qu'évidemment, on demande plus à celui qui est en seconde qu'à celui qui est au CE2. Donc, au fur et à mesure de mes épreuves, au fur et à mesure de mon avancée, les épreuves étaient de plus en plus difficiles. Et parfois, c'est pour ça que je râlais, que je en avais marre, que je voulais tout arrêter. Mais finalement, je le faisais quand même. Et je m'apercevais à chaque fois, mais le bonheur que je recevais à l'intérieur d'avoir réussi l'épreuve, d'avoir réussi à aider quelqu'un, d'avoir un sourire en échange du mien. C'est à moi que ça a apporté du bonheur. Donc oui, ma vie a pris un sens, et pour moi, ce sens-là, ce travail, entre guillemets, cette mission, j'aime pas ça, encore une fois, c'est missionnaire, donc c'est d'être passeur, d'une part, et pour moi, c'est aimer, c'est-à-dire apprendre à aimer. L'amour existe, ça, me l'ont prouvé, et l'amour humain existe aussi, mais on n'y est pour rien, mais pour rien du tout. Et alors là, c'est vraiment une entité aussi. Hein. Aimer, c'est autre chose. Aimer, c'est un verbe. Et aimer, ça s'apprend. C'est pas donné. On peut ressentir de l'amour pour quelqu'un et ne pas savoir l'aimer et lui faire très mal. Donc moi, mon travail, c'était travailler sur le mot amour tel que les humains le conçoivent et tel qu'il doit évoluer, et surtout travailler sur le verbe aimer avec le présent et travailler sur les trucs, c'est-à-dire d'abord comprendre que aimer ne peut être que et au présent. Le verbe aimer ne doit pas se conjuguer au futur, c'est idiot, au passé, ça fait mal, au conditionnel, c'est pervers. Je ne peux dire que je t'aime ou je vous aime. Je ne vais pas dire je vous aimerai ou je vous aurais aimé ou je t'ai aimé. Non. Donc, c'est apprendre ce que veut dire le verbe aimer, comment s'en servir et ensuite apprendre à aimer. C'est quoi aimer quelqu'un? Est-ce que c'est aimer ce que il me renvoie comme image? Ah ben non. Là, c'est m'aimer moi. Est-ce que aimer l'autre, c'est parce que il me flatte parce qu'il est beau ou il est très intelligent et donc ça me flatte? Non, c'est pas ça. C'est pas lui que j'aime à ce moment-là, c'est encore moi. Est-ce que c'est aimer que ses qualités et être prête à le quitter si les défauts apparaissent? Non, c'est toujours pas ça, aimer. Ça, je n'aime toujours que moi. C'est pour mon confort. Donc aimer, c'est une vie, il faut apprendre. Et moi j'ai appris, je ne dis pas que je sais, hein, disons que je suis déjà à un bon niveau dans mes études, et je continue d'être apprenante. Et comme j'ai atteint un petit diplôme d'apprenante, maintenant je suis passeur et j'apprends dans mes patients, dans mes livres, etc. C'est toujours mon objectif, c'est apprendre à aimer, vous donner les ficelles. Toutes les erreurs que j'ai pu faire, eh ben, pouvoir donner la solution pour peut-être que les autres les évitent. Leur montrer que c'est normal s'ils n'y arrivent pas, parce que c'est quelque chose qu'on devrait nous apprendre tout petit et que personne ne nous apprend. Jusqu'à 25 ans, j'avais appris à haïr et à taper, à violenter. Et après, toute ma vie, j'ai passé 32 ans jusqu'à aujourd'hui à apprendre à aimer. Et à apprendre aux autres à s'aimer entre eux, à éviter les choses trappes de l'humain.
Avant cette expérience, vous n'aviez pas fait particulièrement d'études, que ça ne vous intéressait pas, que ce n'était pas votre truc. Et comment ça a complètement changé? Je crois aussi que vous m'aviez expliqué qu'il y avait tout à coup en vous une soif de connaissance immense, une soif de mieux comprendre les relations humaines et une grande facilité à le faire qui était très différente. Vous pouvez m'expliquer un petit peu ça? Au milieu de tout ce qui a déjà été dit, je fais un petit flashback. En fait, avant cette EMI, j'avais quitté avec bonheur le domicile familial à 17 ans, avec ma rage au ventre, comme je l'avais. Je n'ai pas fait d'études, j'étais d'ailleurs pas très douée, pour connaître. Donc ça s'est arrêté à la terminale. Je n'en avais pas envie de faire des études, ça ne m'intéressait pas en plus. J'étais une physique, une sportive. C'était pas... Et heureusement que j'en ai pas commencé à ce moment-là, parce que je pense que j'aurais pas fait grand-chose d'intéressant. Après l'EMI, ça a été complètement différent. Au bout de 6-7 premiers mois, où il a fallu que je me familiarise avec tout ça, écrire beaucoup de choses dans le cahier de silence, là, les données, les demandes du partenaire intérieur ont commencé à se faire plus précises. Ce qui avait, la première en fait, ce qui s'est produit, c'est que j'étais dirigée pour aller à la bibliothèque. Ça me faisait beaucoup rire parce que je n'avais jamais foutu les pieds dans une bibliothèque de ma vie. Et en même temps, je me disais, bon, il faut que j'aille à la bibliothèque. Et spontanément, j'étais dans les rayonnages, c'était la grande bibliothèque de La Rochelle, et je suis allée dans le rayonnage philosophie, psychologie, machin, etc. Je voyais les titres et je disais, mais qu'est-ce que je fais là? Et j'étais toujours poussée, prends un livre. Je me souviens toute ma vie de quel livre j'ai pris. J'ai pris un livre d'un philosophe contemporain, Vladimir Jankélévitch, un de ses livres particulièrement difficiles d'accès, ce que j'ignorais évidemment, et je lisais, et d'abord je comprenais, ce qui sur le moment, je comprends tout, et ça m'intéressait beaucoup, c'était très intéressant. Et là, il y a eu un tilt. J'ai tiré un autre livre, et là, il y a eu une soif, il fallait que j'apprenne. Les sciences humaines. Vraiment, c'était toutes les sciences humaines, c'était ça qui m'intéressait, pas autre chose. Donc il y avait, eh bien, évidemment, je suis arrivée directement en philosophie, et j'ai, avec le... pour connaître l'accompagnement de ce partenaire, de cette entité, de ILSA, j'ai eu droit à une faveur, une grâce imméritée peut-être, je ne sais pas, j'espère que j'en ai fait quelque chose de bien, une facilité d'apprentissage, une facilité d'apprentissage des connaissances hors du commun. Je me suis présentée en troisième année, donc en licence de philosophie, en ayant potassé 2-3 mois à la maison, quoi. Et je l'ai eu. Mais une facilité, j'avalais les livres, j'avalais, je comprenais, je faisais des analyses croisées, et c'est à ce moment-là, justement, où j'ai perdu tous mes amis. Qui, eux, étaient comme j'étais moi, avant. On a des amis comme ça, où j'ai éclairci toute la famille. C'était pas difficile, j'avais déjà fait pas mal de tri dans ma famille avant. Ma petite grand-mère, elle était merveilleuse, parce que de toute façon, quoi que je fasse, c'était bien. Quand je lui ai dit, je suis à la Sorbonne, à Paris, pour faire des études de philo, elle m'a dit, oh, c'est bien. Je suis fière de toi. Elle ne doutait pas de moi. Alors que quiconque, et surtout ma mère, je me suis bien gardé d'en parler, elle a dit, mais t'en es incapable. Et donc, j'ai fait ces études avec beaucoup de sérieux et en même temps beaucoup de facilité. Parce que, visiblement, c'était l'objectif d'avoir ces diplômes, ça n'était qu'une étape, c'était un passeport pour aller ailleurs, pour faire autre chose. Et donc il fallait faire vite. On ne va pas traîner. Donc peut-être, j'imagine que c'est pour ça que j'ai eu droit à des facilités énormes. Au milieu de ça, j'ai fait des études de pharmacie, parce que c'était intéressant, parce que je me dis, mais quand des gens sont malades, 1 ou 2 années de médecine quand même, parce que c'est pas mal. Et en France, en tout cas, à l'époque, je ne sais plus aujourd'hui, mais on avait la possibilité de s'inscrire à tout ce qu'on voulait, en même temps.
personne venait vous regarder de traviole. Il n'y a que mon directeur de thèse de philo qui a commencé à me regarder de travers quand je l'ai choisi, enfin il m'a accepté d'être mon directeur de thèse et que je lui ai dit que je venais de m'inscrire. Alors j'étais déjà inscrite en psycho et que je venais de m'inscrire en sociaux. J'ai obtenu un doctorat de philo, j'ai fait le parcours. En parallèle, je m'étais inscrite aussi en psycho, donc j'ai eu un master de psychologie sociale. Quand j'ai eu fini la psychologie sociale, j'ai fait un DEA de sociologie clinique. Ça, c'était le gros pavé. Ça aurait dû me prendre 8, 5, 3, à peu près 15 ans. J'ai fait en 5. Peut-être des gens qui m'entendront ne me croiront pas. Et je ne dirai rien. Peut-être ils croiront que j'affabule. Je ne vois pas à quoi me servirait à 57 ans d'affabuler, alors que, bon, ça va, j'ai écrit 17 livres, j'ai eu 2 enfants, j'ai une famille, j'ai des amis, j'ai rien à prouver. Mais c'est tellement extraordinaire que je pourrais comprendre que certaines personnes ne me croient pas. Dommage, pour eux, pas pour moi, moi j'ai fait. Et c'est à partir de ces passeports-là que j'ai pu effectivement atteindre les personnes, puisque mon travail, c'était pas de faire des études. Bien sûr que j'avais besoin de toutes ces connaissances, c'était une soif de connaissances, d'apprendre, etc. Mon vrai travail m'attendait après, c'était apprendre à aimer et aider les autres. Donc eh ben, il me fallait mon passeport et un visa. Voilà. Une fois que j'ai eu le passeport et le visa, j'ai pu commencer les choses sérieuses. Alors justement, est-ce que vous avez eu l'impression de revenir avec des capacités en plus? Donc il y avait cette capacité d'apprentissage extrêmement grande. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses, une grande intuition, une capacité? En fait, après cette EMI, je me suis retrouvée, ce fameux paquet cadeau, là, ce fameux bagage, contenait des aptitudes que je n'avais pas avant, des facilités, j'ai horreur du mot pouvoir, donc je n'utilise pas, mais des choses que je savais faire alors j'aurais pas dû savoir le faire. Ça a commencé, c'est ce qui m'a énormément aidé dans les études, bien évidemment, pour faire ça aussi vite, mais ça a continué après. Et il n'y avait pas que l'apprentissage des études. C'est-à-dire que si j'ai besoin de savoir, hein, c'est toujours quand j'ai... C'est pas donné, c'est pas gratuit, hein. C'est pas juste pour faire le malin. Si j'ai vraiment besoin de savoir quelque chose de médical, eh bien, je vais le savoir. C'est-à-dire que je vais ouvrir une page internet ou un livre où il y a de la vulgarisation et j'accroche sur un mot ou deux et tout le reste arrive. Alors pas aussi bien qu'un vrai médecin, mais suffisamment pour vraiment savoir de quoi je parle et pouvoir aider, parce que c'est toujours ça, soit quelqu'un qui souffre, soit moi, parce qu'il y a quelque chose. Ça c'est un exemple. Je ressens de manière suraiguë les émotions des autres. Même s'ils me les cachent, j'ai une empathie multipliée par 1000. Donc c'est extraordinaire d'un côté, mais c'est pas facile du tout à gérer de l'autre. Donc cette empathie, je m'en sers bien évidemment dans mon travail de psychologue. Mais parfois, je suis complètement vidée le soir. Je pleure les larmes des autres aussi. Parfois, je ressens leur brisure intérieure, comme si j'étais en eux, et eux ne savent pas pleurer, ne peuvent pas. Et je pleure leurs larmes, comme si je pouvais les soulager, mais je ne peux pas à ce moment-là. J'ai reçu des choses comme ça. Je sais parfois ça ne peut jamais être à l'avance. Hein. Je ne peux pas dire, voilà, je suis voyante, je devine les choses. Non, parce que ça me prend par surprise, moi aussi. Mais si c'est des choses importantes, pour moi ou des gens, quelqu'un, eh bien, oui, je vais savoir. Je crois que le plus important, c'est de ressentir cette empathie qui n'est plus de l'empathie, qui est au-delà de l'empathie simplement humaine,
parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont très empathiques et qui sont donc très agréables, et qui en souffrent aussi, parce qu'être une éponge, c'est recevoir absolument toutes les émotions, les positives comme les négatives. Donc quand on ne sait pas quoi en faire derrière, eh bien, on a bien intérêt à faire ça, quoi. Là, effectivement, j'ai ce degré d'empathie, mais j'ai appris, avec tout cet apprentissage, j'ai appris à tous les outils pour supporter le négativisme ou la noirceur, parfois des autres, et les ranger dans un coin, et leur opposer la bienveillance, et tous les outils pour les faire parler, et pour aller vers ce qu'ils ont de meilleur. Bon, ça ne marche pas à tous les coups, hein. Des fois, je ressors, je suis plus malade que l'autre. Mais oui, c'est un don, voilà, pas un pouvoir, un don. J'ai plusieurs petits dons comme ça. Mais le principal, c'est le don de faire en sorte que l'autre se sente bien. J'ai l'impression, on arrive, la personne arrive, elle est pas, je parle pas professionnelle seulement, hein, mais elle est tendue, fatiguée, etc. Et qu'on se sente bien. Et c'est depuis l'expérience que vous avez essayé? Ah oui, parce qu'avant c'était exactement l'inverse. Avant, c'est depuis l'expérience que j'ai... Voilà, c'est vraiment depuis cette EMI, avec tout l'apprentissage qui a suivi, que je suis comme ça, et que je serai toujours comme ça, puisque l'apprentissage va continuer aller de mieux en mieux, faire de mieux en mieux. Parce qu'avant cette EMI, j'étais complètement l'inverse. On n'était pas tranquille en ma présence, hein. J'avais la maleste, et la langue fourchue, hein. Donc c'était le jour et la nuit. Je comprends que j'ai perdu tous mes amis. Ils ne pouvaient pas comprendre. Avant, un cheval, pour moi, ça se dressait. Et ça s'utilisait pour faire de la cascade. Après, un cheval, pour moi, mais j'ai adoré les chevaux toute ma vie, ils m'ont sauvé la vie. Mais un cheval, c'était pour les caresser, pour dialoguer, pour discuter. Je ressentais l'âme du cheval. Et le cheval le sentait. Il y avait des chevaux, mais difficiles. Dans un pré, ils venaient directement vers moi. Ils posaient la tête sur moi. Je n'avais pas envie de les monter, je restais avec eux. Oui, j'étais complètement différente. Et donc, tous mes amis, je les ai perdus. Et j'ai vécu cette solitude. Cette reconstruction de soi, évidemment, c'était ça. Il fallait que je me reconstruise complètement. Ben, je m'en suis fait des nouveaux. Mais c'est un peu schizophrène, hein, comme système. Et la libération, elle est venue d'avoir pu parler pour la première fois au bout de 32 ans de ça. Parce que sinon, il y a ceux qui m'ont connu avant, ou qui connaissent ma personnalité d'avant, c'est-à-dire rebelle, têtue, violente, etc. Et ceux qui ne peuvent même pas imaginer que j'ai pu être comme ça. Même pas imaginer. J'ai montré une fois à mes fils une photo de moi à 18 ans, une rare photo de moi, où je sortais d'un tournage, certainement, j'avais un chapeau Stetson sur la tête. Ils ne croyaient pas que c'était moi. J'avais une violence, une dureté dans le regard, mais méchante, parce que je détestais qu'on me prenne en photo. Et il y avait un copain qui voulait essayer son appareil photo, qui volait la photo. Et je le regardais comme ça, mais il me dit, mais c'est pas possible, c'est pas toi. Et même moi, je me dis, mon Dieu, mais non. Et c'est une grâce que j'ai eue, c'est une grâce. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller se planter la tête dans le sable à 65 km/h pour avoir ça, pas du tout. Parce que si on le fait comme ça ne marchera pas. Parce que c'est pas nous qui décidons. Ça, c'est au moins une chose que j'ai comprise. Et avec une grande humilité, eh bien, j'apprends tous les jours, et tout ce que j'apprends, c'est que du bonheur. C'est pour être heureux et essayer de faire du bien aux autres. Ben, s'il fallait une fracture du crâne pour ça, s'il fallait recommencer, je re-signerais. Justement, est-ce que c'est vraiment toute médecine, vous ne croyez pas que... Mais est-ce que vous avez l'impression que quelque part les personnes qui ont eu des EMI ont peut-être un message, une leçon de vie à faire passer aux gens, à faire passer à l'humanité? Je pense que avoir vécu une expérience aussi extraordinaire, hein, au sens sémantique du terme, ne doit pas
rester dans l'ombre. C'est pas pour rien, puisqu'on a appris quelque chose. Tous les gens qui ont eu une EMI, quasiment tout, pour ce que j'en sais, je ne suis pas spécialiste là-dedans, je suis expérienceur, comme on dit. J'aime, c'est pas trop le mot, mais c'est ça. Je ne suis pas spécialiste. Par contre, tous ont au moins appris, d'après ce que j'ai lu, qu'effectivement la vie est belle, que les soucis qui nous font nous mettre un martel en tête parfois, mais c'est dérisoire, hein, qu'on est là pour s'aimer, que pour donner, pour échanger, pour faire en sorte que cette planète soit la plus belle possible et que les habitants de cette planète soient le plus heureux possible. Bon, avec des connaissances ou sans connaissances, chaque EMiste peut le transmettre. Et certains vont pouvoir le transmettre à 100 personnes en même temps quand je fais une conférence. Encore que je toucherai peut-être que 2 personnes dans cette conférence. Mais si on le transmet ne serait-ce qu'à ses propres enfants, son mari, sa sœur, son frère, son ami, mais ça suffit, c'est déjà pas mal. Et prendre confiance en soi et ne pas se regarder comme quelqu'un qui a vécu quelque chose qui doit être caché parce qu'il y a des scientifiques là qui vont se moquer de nous, qui vont dégrader. Et c'est tellement beau que personne ne veut qu'on nous dégrade cette histoire-là. Donc c'est pour ça qu'il y a peut-être des gens qui se taisent. Mais il faut parler pour que justement les gens arrêtent de dégrader l'histoire ou de la récupérer sur le plan mercantile ou de dire n'importe quoi ou de dire qu'ils ont de lire des livres et après de raconter qu'ils ont fait quelque chose. Et là, des spécialistes médecins qui surveillent se rendent compte que c'est faux. Mais les lecteurs, eux, ne s'en rendent pas compte. Et ça, c'est moche. Pour vous, c'est important justement que le sujet soit moins tabou, qu'on en parle de plus en plus, qu'il y ait un espace de plus en plus important. C'est essentiel. C'est essentiel. Alors, qu'est-ce qui est essentiel? On vous met question pour ça. C'est essentiel qu'on en parle de plus en plus. C'est essentiel que ce soit aussi énormément bien encadré par des scientifiques, mais pas des scientifiques qui ont pour objectif de casser le truc parce qu'ils ne trouvent pas forcément la réponse scientifique qui leur convient. Des scientifiques qui peuvent avoir l'intelligence de se dire l'explication n'est pas encore à m'apporter, mais ça ne veut pas dire pour autant que ça n'existe pas. Au 19e siècle, si on leur avait montré un micro-ondes ou un téléphone portable, ils nous auraient brûlés sur un bûcher. Ben là, il faut avoir cette ouverture. Donc il faut que chaque témoin de cette expérience-là ait la liberté et la légèreté, même plus le courage. Moi, il me faut du courage, mais je parlerai plutôt de légèreté pour aller en parler avec liberté et légèreté. Et que ça soit effectivement, en ce moment en tout cas, pour l'instant, encore encadré par des vrais scientifiques qui ont pour objectif, en réalité, de donner la parole à ces gens-là et de faire en sorte de surveiller ceux qui seraient mal intentionnés ou qui voudraient récupérer des histoires, des aventures, des expériences magiques extraordinaires qui changent le cours d'une vie et qui peuvent changer le cours de plusieurs vies. Et moi, j'attends de ces scientifiques-là qui nous protègent. Eux peuvent le faire. Nous, individuellement, on ne peut pas. Ce qu'on peut faire individuellement, en tant qu'émiste, c'est partager et avoir, je dirais, enlever toutes nos pudeurs et livrer ce qu'on a de plus précieux et de plus intime dans toute notre vie. Ce que je vous ai raconté, c'est ce que j'ai de plus intime dans toute ma vie. Eh bien, il faut le faire. Il faut le faire. Ne serait-ce que pour faire fermer leur bouche à ceux qui racontent n'importe quoi. Alors justement, est-ce que ça a été compliqué de parler de cette expérience après qu'elle soit arrivée? Et est-ce que ça en a fait quelque chose de lourd à porter? C'était un don merveilleux, mais derrière ce don, ça a été le silence parce que l'impossibilité d'en parler. Il faut voir que ça remonte à 32 ans. Donc, cette époque-là, c'était les tout premiers livres de Raymond Moody qui sortaient, la première fois, le premier livre. Pensez bien qu'au niveau médical ou au niveau de l'écoute générale, comme tout, ça appartenait à des choses bizarres, sectaires. Voilà, c'était de l'ordre de la maladie mentale. C'était pas possible d'en parler. C'était pas possible d'en parler pour moi et pour les autres.
C'était pas possible d'en parler à mes amis. Ils auraient cru, pour eux, comme le regard de ce médecin, ça aurait été des séquelles de mon accident, des séquelles de ma fracture du crâne qui auraient provoqué dans mon cerveau des hallucinations. Et moi, je savais que ça n'était pas vrai. Et plus les années passaient, je savais que ça n'était pas vrai. Et une fois qu'on rentre dans le silence, il est très difficile au début, mais une fois qu'on rentre dans le silence, on s'habitue. On a une part en soi qui est hermétiquement fermée. Ce qui limitait la difficulté, c'est que j'avais ce compagnon intérieur. J'étais pas seule dans mon silence. Et je ne savais pas qu'un jour je pourrais en parler, mais j'avais accepté que je partirais peut-être, que ma dernière heure viendrait, que je n'aurais pas partagé. Mais c'est pas grave, l'important c'était pas que j'en parle. À ce moment-là, l'important c'était que je fasse, c'est pourquoi ma vie avait un sens. Donc c'était ça qui était important. Ce qui était amusant après, ce sont les synchronicités. J'habitais au préalable à côté d'Aix-en-Provence, et pour fuir un mari dont j'avais demandé le divorce, pour fuir un mari violent, je suis venue me cacher dans une petite location à 2 km d'Oraison. Et un jour, je découvre sur Internet Alliance, docteur Jean-Pierre Jourdan, et je vois l'adresse Oraison. Et là, je vous jure, je dis non, c'est pas vrai. Je dis mais bon, tu t'amuses bien là, hein. Et je dis bon, ok, donc c'est maintenant. Justement, vous entendez dire que tu t'amuses bien, comment ça se passe, ce compagnonnage intérieur? C'est difficile parce qu'encore une fois, c'est trouver des mots humains pour des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir sous cet angle-là. C'est une part de moi qui s'est ouverte, donc j'appelle ça ce compagnon intérieur, mais en réalité, ce compagnon, c'est également moi. C'est une part de moi qui a été ouverte, qui m'a donné accès à une potentialité que je n'avais pas, à certains petits dons, et qui, en cas de nécessité, eh bien, je puise dans un réservoir, c'est-à-dire que arrive dans ma pensée le mot qu'il faut, l'explication qu'il faut, la connaissance de ce qu'il va falloir faire, etc. Des choses que je n'aurais pas apprises au préalable. Si ce sont des choses que j'ai apprises dans mes études, c'est normal, ça vient de moi. Et parfois, je me rends compte que je sais des choses que je ne suis pas censée savoir. Alors, ce n'est pas de la divination, c'est-à-dire que je ne sais pas des choses que l'autre a dans la tête, mais c'est que il peut y avoir des moments où eh bien, ça peut être vraiment sur la construction d'une maison ou sur ça, et d'un seul coup je vais dire mais tiens, là il faudrait, je connais strictement rien, là il faudrait mettre une pente comme ci comme ça avec des parpaings. L'interlocuteur a l'impression que je sais de quoi je parle sans être à son niveau et finit par me dire ah ben oui, c'est exactement ça. Mais là je l'ai sorti de mon petit puits, de mon puits à secret, quoi, de cette énergie que j'appelle Ilsa parce qu'elle vient de cette rencontre-là. Mais c'est pas, j'ai pas l'impression d'être habitée par quelqu'un d'autre. En fait, non. Je le chosifie un peu, je me rends comme un sujet parce que ça me fait rigoler, je le prends sous forme d'humour, comme s'il y avait des discussions, je râle, etc. Mais ça, c'est moi. C'est ce nouveau moi. Mais quand cette porte-là, elle s'ouvre, c'est une porte battante, en fait. C'est comme si vous aviez accès à une connaissance oui. infinie, en fait, c'est ça? Oui. Elle est limitée, hein. J'ai pas accès, là, contrairement à ce qui s'est passé pendant mon EMI, je n'ai pas accès, même si je le voulais, ou même si la porte s'ouvrait et s'entrouvrait, j'ai pas accès à une connaissance infinie, mais à des choses très précises que je ne suis pas censée savoir ni comprendre. Et pourtant, donc les mots que je vais utiliser sont très basiques, et pourtant il y a une justesse totale, et c'est vrai, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, c'est pas toujours, mais si je fais ne serait-ce que me concentrer un peu, c'est souvent.
Alors, est-ce que justement cette difficulté à en parler, cette obligation de silence, ce manque d'accompagnement finalement autour de ce sujet, a créé une grande solitude, quelque chose qui était quand même très difficile à vivre? Oui, ça c'est la petite part sombre de la belle histoire. C'est l'impossibilité, comme vous le dites, d'en parler à qui que ce soit. C'était pas l'heure, c'était trop tôt. Aujourd'hui, ceux à qui ça arriverait là tout de suite aujourd'hui, ils pourraient, dans certains établissements hospitaliers, peut-être pas tous, mais avoir une écoute, on commence à en parler plus. À l'époque, c'était pas possible. Et ça crée une profonde solitude intérieure qu'on a l'obligation d'apprivoiser, sinon on pourrait s'écrouler. Parce que d'une part, on ne peut pas raconter la plus belle histoire de sa vie, et ça fait mal. Et se la raconter à soi, ça ne suffit pas. D'autre part, plus les dons ou plus les expériences avancent, plus on est amené à savoir, à faire des choses, et on ne peut pas dire aux autres, qui s'interrogent parfois, pourquoi on sait le faire, pourquoi on dit ça. On est obligé de tricher sur les dates. Pensez bien que je ne peux pas le dire facilement. Moi, maintenant, je m'en fiche. Et je ne pouvais pas dire que j'avais fait tout mon cursus d'études en 5 ans. On est obligé de mentir. Alors que ce qu'on a à l'intérieur, c'est une magnifique vérité. On se dit, pourquoi je dois mentir? Pourquoi les hommes, pourquoi l'humain m'oblige à mentir alors que je pourrais dire, et c'est simple. Donc on est obligé de jongler en permanence et on est seul. Et dès qu'on commence, quand on a rencontré des gens et on sent qu'il y a un soupçon, on s'en va, on les quitte, on ne les revoit plus jamais. On est un peu comme un fugitif. Jusqu'à ce que j'ai eu suffisamment de diplômes pour qu'à chaque fois que je dise quelque chose d'à peu près intelligent, les gens se disent « Ah ben c'est normal, elle a fait ça. » Voilà. Mais avant, c'était très dur. Et comme j'ai vécu cette solitude et que j'ai dû l'apprivoiser pour ne pas trop en souffrir, je suis restée quelqu'un de solitaire. Pour le reste de ma vie. C'est-à-dire que rester seule pendant 3 semaines, 3 mois, à ne voir personne, parler personne, ça ne me gêne pas du tout. Et, curieusement, j'ai tout cet autre côté. Et je crois que c'était mon éditeur, chez Albin Michel, qui m'avait le plus joliment décrit. Un jour, il m'avait dit « Vous êtes spécial, vous êtes une solitaire conviviale. » Et cette phrase m'est restée parce que mais c'était tout à fait ça. Je suis en même temps très solitaire, et en même temps, j'aime tellement les gens, j'aime tellement les autres, que j'ai du mal je m'impose jamais, mais si on me dit viens et tout, alors je suis hyper conviviale, hyper contente, voilà, je suis facile à vivre. Donc je suis le blanc et un peu les deux contraires, mais tant mieux, parce que dans notre société d'aujourd'hui, la solitude est un fléau énorme dont les gens ne savent pas traiter. Je dirais que moi, j'y ai été préparée. Donc je ne souffrirai jamais de la solitude. En tout cas, pas de manière ignoble. Le souvenir que vous en avez de cette expérience, c'est un souvenir qui est particulier, qui est différent. Effectivement, je ne pourrais même pas l'appeler... J'ai même du mal à dire souvenir. Parce que il y a les souvenirs... J'ai 2 enfants. Eh bien, mes 2 grossesses, les accouchements, c'est des souvenirs merveilleux, si je ne peux pas dire le contraire, c'était magique. Hein. Les souvenirs quand je suis tombée amoureuse, ou des souvenirs de grand désarroi, quand j'ai perdu ma grand-mère, hein, quand j'ai eu des accidents, où j'ai été très malade, ou des grandes joies. Tout ça, ça fait partie de ma vie qu'on peut mettre en photographie. C'est des souvenirs. Il y a mes souvenirs et il y a ma part d'évidence. Il y a mon voyage. Alors c'est beaucoup plus qu'un souvenir. C'est pas quelque chose que j'ai besoin, un souvenir, on a d'une certaine façon besoin de se remémorer. Par certains, on dit ah oui, tu te souviens, etc. Par des odeurs, bref, la mémoire fait un travail. Là, la mémoire n'a jamais besoin de faire de travail. Ce qui a eu lieu il y a 32 ans, si je dois en parler, c'est là.
Je ne fais pas appel à des souvenirs, sauf pour des petites choses qui sont de la suite, mais pas l'expérience en elle-même. Vous vous en rappelez, vous le ressentez comme si c'était il y a une heure, comme si c'était hier? Ah oui, ça pourrait être même comme si c'était là tout de suite. C'est plus que je m'en rappelle, je le vis. Je le vis. Quand vous me le dites comme ça, je le vis. Cette lumière dorée, pas pailletée, mais dorée, douce. Cette entité, cette sensation d'être chez moi, de recevoir un accueil comme j'ai jamais connu, comme ça n'existe pas sur Terre. Hein. Oui, c'est tout le temps en moi. C'est tout le temps là. C'est peut-être pour ça que c'est facile de vivre. S'il y avait une leçon de vie, un message à tirer de cette expérience que vous avez tiré, ce serait lequel? Pour les jeunes EMistes, n'ayez pas peur de vous exprimer. N'ayez pas peur de raconter. Même si on ne vous croit pas, ça n'a pas d'importance. Ce n'est pas parce qu'on ne vous croit pas que ça n'est pas vrai. N'ayez pas peur de raconter. Même si on ne vous croit pas, ça n'a pas d'importance.